Jacques Serret, Éric Nolot. Alors, je le dis pour les auditeurs d'Europe 1, c'est pas bien. Franchement, c'est pas bien ce que vous faites. Parce que les auditeurs ne vous voient pas. Vous avez un maillot d'Arsenal alors que Arsenal va jouer pour le PSG. Je devrais quasiment sortir mon carton rouge. Non. Mais si. 22 ans d'attente, Pascal. Mais 22 ans d'attente. Une saison de souffrance. Oui, mais. Et la délivrance hier soir. Mais vous êtes un mauvais Français. Et quelle est la personnalité emblématique d'Arsenal ? Thierry Henry. Arsène Wenger. Arsène Wenger et Thierry Henry, deux Français. Ben oui, Donc, mais Arsène, il n'entraîne plus. Non, mais c'est un ami très cher et il est pour beaucoup dans ma passion pour Arsenal. Donc je le salue. Alors vous avez quoi là ? Vous avez un survêtement. Un survêtement, et donc vous allez passer l'émission en survêtement d'Arsenal. Absolument, à condition qu'on baisse un peu la température, sinon j'enlèverai. Oui, c'est vrai qu'il fait un petit peu chaud dans notre studio. Et je n'échange pas les maillots à la fin de l'émission. En tout cas, c'est le 30 mai, la finale. Bon, on va parler de l'immigration, on va parler des fautes d'orthographe, mais effectivement, Emmanuel Moulin, parce que ça m'intéresse, parce que visiblement, les LR vont être... Les LR, il faut bien comprendre, mais il n'y a pas de suspense. Laurent Wauquiez est ami avec Sébastien Lecornu. C'est fini. Donc ils feront. Mais là, le sujet, c'est pas tant Sébastien Lecornu, c'est est-ce que les LR vont sauver Emmanuel Macron. Les LR vont sauver Emmanuel Macron. Parce que mais pour la raison que je vous ai dite. Symbolique. Mais bien sûr, mais les LR se couchent sur tout, donc il n'y a pas de raison qu'ils ne se couchent pas sur Emmanuel Macron. Mais peut-être sur qu'à un an de la présidentielle, peut-être qu'ils n'ont pas envie de se coucher. Mais je les connais par cœur, les LR. Il y a un accord secret. Mais bien, les LR, en fait, monsieur, c'est démenti. Vous avez un président de la République qui fait son casting, qui met en place ses amis, le copinage, etc. Les LR devraient être contre ça. Après, ils s'étonnent qu'ils sont là où ils sont. Mais les LR devraient refuser cette nomination. Mais petits accords entre amis. Un accord qui est d'autant plus vraisemblable. Joachim Le Floch-Imad. On sait qu'Emmanuel Moulin a eu par le passé Nicolas Sarkozy comme mentor, donc il n'est pas réductible au seul macronisme. Maintenant, le problème, c'est moins cet haut fonctionnaire qui est extrêmement compétent et qui a sa légitimité, qu'un sentiment global qu'ont de plus en plus de Français que s'organise au sommet de l'État un verrouillage antidémocratique pour prévenir par avance la mise en œuvre de toute politique de rupture en un 2027. opposant, ça s'oppose. Mais là, donc les LR, c'est des opposants. Par exemple, Jean-Philippe Tanguy, qui était sur ce plateau ce matin, lui, au contraire, il remet en cause les compétences. À partir du moment où il y a un bilan économique, que Emmanuel Moulin était le directeur de cabinet de Bruno Le Maire, le directeur de cabinet de Gabriel Attal, le secrétaire général de l'Élysée ces derniers mois. C'est le type qui a tout planté, que tu mets au plus haut niveau. Enfin, c'est invraisemblable. En effet, il y a des diplômes derrière, mais au-delà des compétences, il y a les résultats qui sont remis en cause par les oppositions. Alors, il n'est peut-être pas responsable, un peu responsable, etc. Alors, pourquoi on parle de lui et pourquoi on parle des LR ? Parce que les gens ne saisissent pas. Alors, pour bien saisir, Emmanuel Macron a proposé la nomination d'Emmanuel Moulin au poste de gouverneur de la Banque de France. C'est un poste stratégique, d'autant plus qu'il va rester. Il va rester un certain temps. Ça sert à quoi un gouverneur de la Banque de France ? C'est une bonne question. C'est une bonne question parce que aujourd'hui, aujourd'hui c'est une vraie question. La Banque de France, elle a perdu de sa substance. Alors le poste de patron de la Banque de France, Olivier de Lagarde, reste très honorifique. Vous donnez des avis sur la politique générale du gouvernement, mais dans la réalité des faits, ça sert à rien. Vous avez plus... Non, mais c'est faut le dire. Si ça sert à rien, c'est un truc qu'on paye nous. Peut-être que ça sert à rien. Mais c'est une vraie question. Bon, si ça, on se refile les postes où on va être tranquille. Économique et social et environnemental dont on est lié aujourd'hui la présidente. On peut se demander à quoi ça sert également. Bon, et dites-nous comment ça se passe. Donc Emmanuel Moulin va être auditionné ce matin au Sénat, puis à l'Assemblée, au sein des deux commissions des finances. Les sénateurs, puis les députés de ces commissions vont voter sur sa nomination. Ils doivent approuver ou non le choix d'Emmanuel Macron de le placer au poste de gouverneur de la Banque de France. Sachant que c'est un poste, son mandat doit aller jusqu'en 2032, donc qui va durer pour le prochain mandat du prochain président ou présidente de la République après l'élection de 2027. Et pour le coup, sa nomination, elle peut être bloquée, attention, si 3/5 des suffrages exprimés votent contre. C'est de la marge. Donc, il y a un petit peu de marge, mais ça s'annonce tout de même serré. Et ce qui va être les faiseurs de roi, les LR, ce sont les LR. Pourquoi les LR ? Parce que toute la gauche, que ce soit les insoumis, les communistes, les écologistes, vont voter contre. Les socialistes, ils vont voter contre. Le RN votera contre aussi. Et je vous dis que les LR, ils vont voter pour. On prend un petit pari. Ou s'abstenir, c'est aussi une position très courageuse. Mais les LR, quand tu as besoin d'eux, c'est ce que révèlent les échos, c'est qu'il y aurait un accord entre Macron et le président du Sénat, Gérard Larcher, en échange de l'acceptation d'Emmanuel Moulin
ce serait un sénateur François-Noël Buffet, en l'occurrence. Ces gens qui ont mis la France par terre se refilent les postes. Voilà. Mais ça a tellement C'est-à-dire que le bilan économique est catastrophique et vous allez avoir un homme qui a été un des artisans du bilan catastrophique qui sera à la tête de la gouverneur de la Grande France. C'est la France. Il n'y a jamais de sanctions chez ces gens-là. La question, ça va quand même être pour Bruno Retailleau, parce que si jamais les LR font passer Moulin, Bruno Retailleau va devoir expliquer pourquoi ces troupes font autant de cadeaux. Les gens, c'est très loin pour les gens, c'est des petits trucs entre amis. Le gouverneur de la Banque de France, vous pensez que si vous allez sur le terrain, vous pensez que les gens vont parler à Laurent Wauquiez ou à Bruno Retailleau, du gouverneur de la Banque de France. D'ailleurs, c'est ce qu'ils disent toujours. Les gens s'en moquent, c'est à Paris. Ils se refilent les postes. Vous comprenez ça? Les Français crèvent et eux, ils se refilent les postes. Moi, je vous dis que c'est pas fait encore. Mais l'histoire dans l'histoire, Pascal, ce qu'il faut rappeler, c'est que pourquoi il y a cette nomination, c'est parce que François Villeroy de Galhau a démissionné. Il a démissionné alors que son mandat courait jusqu'à l'année prochaine, après la présidentielle. Il a donc démissionné avant la présidentielle. Alors il explique pas bien. que c'est pour prendre la présidence de la Fondation des apprentis d'Auteuil. Mais c'est une il a sûrement un problème démocratique. C'est qu'à force de nommer des proches, on a l'impression que le macronisme va survivre à Emmanuel Macron. C'est un problème quand même. Mais un petit problème. Comment on pourrait résorber ce problème? C'est très simple, il faudrait mettre en place un spoil system à la française, c'est-à-dire que le politique redeviendrait politique, c'est-à-dire qu'il déciderait du cap à mettre en œuvre, et la haute administration serait dans une simple fonction d'exécution. C'est comme ça que marchent les choses. Mais vous avez vu M. Wauquiez et M. Lecornu l'autre jour dans la rue, ils sont proches, c'est comme ça. C'est les mêmes. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les gens ont bien compris d'ailleurs que c'est les mêmes. Ils ont bien compris ça. Et c'est pourquoi l'élection présidentielle dans un an va être intéressante. Mais on verra dès aujourd'hui, Pascal, on verra. Et en l'occurrence, si cette nomination est retoquée, ce sera un véritable camouflet pour être... Eh bien, on verra. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? L'immigration. L'État est débordé par l'immigration. C'est un chiffre délivré dans le Figaro ce matin. 41% des Français sont désormais liés à l'immigration, soit par les ascendants, ou par les conjoints, l'État qui semble dépassé par la question migratoire. Sur l'année 2025, les grands indicateurs du ministère de l'Intérieur sont sans appel. La France compte toujours plus de personnes immigrées en situation régulière et irrégulière. Je vous propose de voir le sujet d'Augustin Donadieu sur un sujet qui sera aussi au cœur de la campagne présidentielle. La France, plus que jamais une terre d'immigration. Au 31 décembre 2025, l'Hexagone comptait 4,5 millions de personnes détentrices d'un titre de séjour en cours de validité, une hausse de 3,2% en un an, un record. Dans le détail, 1,5 million de titres de séjour ont été délivrés pour motif familial, 900 000 renouvelés de plein droit et 700 000 pour motif humanitaire. Plus globalement, les étrangers présents sur le territoire représentent 8,1% de la population française, un niveau jamais atteint. Ils sont 7,5 millions d'électeurs potentiels issus de l'immigration. Sur la seule année 2025, 384 000 nouveaux titres de séjour ont été délivrés, soit une augmentation de 11,2%. Dans le même temps, le nombre d'étrangers en situation irrégulière n'a jamais été aussi élevé, avec 192 140 personnes arrêtées, une hausse de 30,6% par rapport à 2024. Selon l'Institut national d'études démographiques, un tiers de la population française a un lien direct avec l'immigration. Si l'on rajoute les individus en couple avec une personne issue de l'immigration, ce niveau atteint les 41%. On rappelle quand même les chiffres les plus importants. 4,5 millions de titres de séjour en cours de validité en France. 4,5 millions de titres de séjour. Et 1 million d'étrangers en situation irrégulière dans notre pays. Oui, 8% des adultes vivant en France sont étrangers en situation régulière. 7,5 millions d'électeurs potentiels issus de l'immigration. C'est ça le plus important en fait. 7 millions d'électeurs potentiels. C'est toute la stratégie de LFI. En réalité. Ils pensent qu'en s'adressant à ces 7,5 millions de personnes, et seulement à eux, pas aux autres, ils peuvent obtenir gain de cause électoral. C'est le chiffre le plus important à mes yeux, en tout cas. Alors, les étrangers en CRA, ce qu'on appelle le centre de rétention administrative, sont de plus en plus nombreux et évidemment, ils ne sont jamais expulsés. On en parle très très souvent. Vous voyez le sujet de Juliette Sada. De plus en plus de personnes retenues en CRA pour des séjours de plus en plus longs. Et pourtant, 60% d'entre elles sont libérées sans être expulsées. C'est le constat dressé par le nouveau rapport des associations présentes dans les centres de rétention administrative. La situation aujourd'hui, elle est infernale pour nos forces de l'ordre, pour nos magistrats, pour toutes les personnes qui s'occupent de la procédure administrative du droit des étrangers en France. Et nous, on veut mettre fin à ça. Comment est-ce qu'on fait ? Il faut allonger la durée de rétention
initiale. Deuxième des choses, on veut pouvoir renouveler la rétention. Mais notre objectif pour toutes les personnes qui sont retenues, c'est avant tout de les expulser vers leur territoire d'origine ou vers un territoire de transit, afin que ces personnes ne soient plus présentes illégalement sur le territoire français. En 2025, près de 16 500 personnes ont été enfermées en CRA dans l'Hexagone, parmi les nationalités les plus représentées, les 3 pays du Maghreb, l'Algérie, suivi par la Tunisie et le Maroc. Si l'Algérie est le pays le plus représenté dans les CRA, elle arrive en 7e position des destinations des mesures d'éloignement exécutées. Le député défend l'allongement de la durée maximale de rétention jusqu'à 210 jours pour les profils jugés menaçants. Son texte est examiné ce mercredi au Sénat. C'est évidemment ce qui a le plus changé la France depuis 40 ans, cette immigration massive qui est au cœur, effectivement, des préoccupations des Français. Ce que je dis est factuel. Le problème, ce n'est pas simplement la durée maximale de rétention en centre de rétention administrative, c'est aussi tout simplement le manque de places. On n'a que 2000 places en CRA en France contre un stock d'OQTF qu'un député macroniste, Jean-Carl Grelier, évaluait il y a quelques années encore à 700 000. Donc on est en train de vider l'océan à la petite cuillère. Forcément, ça ne peut pas bien se passer face à une telle impéritie de l'État. Et j'ajoute que l'autre problème que pose cette actualité, c'est en effet l'explosion quantitative de l'immigration qui constitue à la fois un défi politique et une anomalie démocratique, puisqu'il y a 79% des Français qui veulent qu'on reprenne en main la politique migratoire. Je pense que le seul juge de paix, ce sera l'élection présidentielle de 2027. Même si aujourd'hui, c'est effectivement très difficile, ces 4,5 millions d'étrangers qui sont sur le territoire en France, les titres de séjour, c'est très compliqué, j'imagine, de changer les règles qui sont mises en place depuis de nombreuses années. Alors, parallèlement à ça, depuis plusieurs mois, vous le savez, les élus de Chécy refusaient de célébrer une union qu'ils estimaient arrangée, notamment à cause de l'ancienne obligation de quitter le territoire au QTF visant le marié. Et condamné par la justice à une astreinte de 500 € par jour, tant que les bans n'étaient pas publiés, la commune pourrait désormais devoir verser 15 500 € aux époux, finalement, qui se sont mariés le 11 avril. Et cette affaire du mariage au QTF, vous savez que Robert Ménard est au cœur de cette problématique. Mais hier, vous avez eu Gérald Darmanin et Laurent Nunez qui se sont exprimés dessus. Et l'un a dit quelque chose et l'autre a dit le contraire. Ça vous a peut-être frappé. En tout cas, moi, ça m'a étonné. Donc écoutez Gérald Darmanin sur le même sujet. Gérald Darmanin, Laurent Nunez sur le mariage, sur le maire qui marie une personne avec une autre personne qui est en situation de quitter le territoire. Je porte une loi en ce moment avec le Parlement, je pense au sénateur Demilly, pour en effet que les maires ne puissent pas être condamnés s'ils refusent de pouvoir marier un EQTF. Et on va même plus loin, d'empêcher le mariage d'une personne dont la République a dit qu'elle ne pouvait pas rester sur le territoire national. Alors c'est un peu compliqué parce qu'il y a des conventions internationales, mais je veux dire à M. Ménard que nous bougeons beaucoup pour changer la loi. Je pense qu'un maire doit respecter la loi. Ça, donc il aurait dû respecter la loi, il aurait dû respecter la loi. Ça n'empêche pas que nous réfléchissions à ce sujet. Je l'ai dit en répondant à une sénatrice qui m'avait interrogé sur une proposition de loi qui avait été adoptée au Sénat. Ça n'empêche pas de réfléchir à faire évoluer les prérogatives des maires pour pouvoir effectuer un minimum de contrôle. Non mais la première chose à dire, c'est que ce sont d'abord les OQTF qui doivent respecter la loi. Il faut commencer le raisonnement par là. C'est à l'État de respecter la loi. Oui, déjà, non mais... En fait, c'est un problème philosophique, c'est l'extension indéfinie des droits individuels contre les droits collectifs. L'État a le devoir de nous protéger des individus jugés indésirables qu'on appelle les OQTF. Il faut partir de là. C'est pas, on n'a pas à dire à un OQTF, vous pouvez vous réclamer de la loi tout en la bafouant. Écoutez, c'est une absurdité. Voilà. Je ne comprends même pas le débat, à vrai dire. Vous l'avez très bien dit, le débat, c'est les droits individuels et les droits collectifs. C'est vous qui l'avez posé, Camille Brère. Ben écoutez, la loi prévaut. On a demandé à cette personne de quitter le territoire français. Donc il doit s'exécuter, mais il ne s'exécute pas. Aujourd'hui, on va condamner peut-être Robert Ménard parce qu'il a refusé de marier un OQTF avec une Française. Quand on entend Laurent Nunez et quand on entend Gérald Darmanin, on a deux salles, deux ambiances. On a une République on a un gouvernement qui est en sortant et on a Gérald Darmanin qui essaie de tenir une directive aujourd'hui qui me semble tout à fait... j'ai envie de dire à l'écoute des Français aujourd'hui et dans une réalité que Laurent Nunez veut complètement oblitérer. En même temps, je ne suis pas certain que Gérald Darmanin
irait dans le sens inverse non plus de Laurent Nunez. Si on lui posait clairement la question est-ce que vous êtes contre ce que dit Laurent Nunez, il dirait exactement la même chose, il dirait il faut respecter la loi, même si en effet il défend ce texte qui vient en soutien aujourd'hui. C'est des sujets infiniment plus importants que de savoir qui va être gouverneur de la Banque de France et de se refiler les postes. Ça touche les Français au quotidien. Et ça touche les Français. Et ces sujets, ils ne sont pas traités par la classe politique, qui est plus intéressée par savoir quel poste elle va occuper dans 3 mois. Et c'est ça que je trouve insupportable. Parce que les 9 ans d'Emmanuel Macron, le bilan est globalement négatif. Et ça pose évidemment un problème à nos démocraties. D'avoir effectivement des responsables politiques qui n'ont pas pris les mesures qu'il fallait. Un autre problème que l'actualité soulève, au-delà du dévoiement de l'état de droit au niveau national que vous évoquiez, Éric, c'est toutes les contraintes juridiques européennes qui corsettent le politique en France et qui entravent la souveraineté populaire. Je pense notamment à la Convention européenne des droits de l'homme et à son article 8 qui organise le droit à la vie familiale et qui fait qu'on est en plein dans cette religion des droits individuels. Donc si on veut lutter contre ça, il faut encore une fois, je me répète, mais réviser la Constitution et ça ne sera possible qu'avec une majorité au Parlement et un cap présidentiel clair et assumé. Et une majorité au Sénat. Olivier de Lagarde. Le changement de la Constitution, c'est très lourd. Mais bien sûr, mais ils ont bien compris, ils savent bien que c'est très lourd. En fait, ils ont tout verrouillé. Ouais. Ils se sont fait un système pour eux. Voilà. Ils se sont fait un système aux petits oignons pour eux. C'est-à-dire qu'ils font des études, généralement à un bon niveau, c'est des gens qui ont un bon niveau intellectuel, culturel, et après ils se répartissent les postes pendant 40 ans. De moins en moins quand même. Bon, alors, de moins en moins sur le niveau intellectuel et culturel de la Si, mais c'est des gens qui ont de la compétence. C'est des gens qui ont de la compétence. C'est très difficile de changer le système. Pas qui ont de la compétence, qui ont un cerveau qui marche. Mais en revanche, les décisions n'ont pas été. Ça marche moins. Bon, voilà. Donc c'est une petite caste, ou en tout cas c'est une petite bourgeoisie. Intellectuelle, je veux dire administrative, de la haute administration, etc. Oui. Et l'exemple Moulin est très très intéressant. Mais en l'occurrence, sur le cas de Chessy, ce qui est terrible, c'est qu'il y a un élu local qui a été confronté à cette situation totalement absurde, qui a démissionné alors que lui, il n'a pas été nommé, il a été élu localement par des Français, par des habitants. Lui, il a démissionné de son poste. Et le plus absurde dans la situation, c'est que l'avocat du couple qui a été marié réclame aujourd'hui un dédommagement. Il réclame 15 000 euros à la ville. Voilà. Et ces 15 000 euros, c'est nous, c'est vous, qui finançons ça. Mais on marche sur Jésus, je dis, c'est pour ça qu'il faut tout changer. Il faut changer de logiciel et c'est le reproche numéro 1 qu'on peut faire à Emmanuel Macron sur 9 ans de ne pas avoir réformé l'État. C'est ça vraiment le reproche numéro 1. Il n'a pas réformé l'État. Il a parlé. Magnifiquement, souvent. Il a parlé. Il n'a rien fait. Éric Zemmour était hier soir sur le plateau de La France en face. Vous avez peut-être regardé ? Oui. Absolument. Alors vous étiez entre Arsenal, vous avez vos 2 héros hier soir, Éric Zemmour. C'était Manchester qui jouait, qui ne devait pas gagner pour assurer le titre d'Arsenal. Voilà, je rentre dans les détails. Ah oui, je crois que c'était Arsenal effectivement qui jouait. Bon. Enfin, ça revenait au même, je zappais entre les deux. Vous appuyez entre les deux. Éric Zemmour a réagi à ce qu'avait dit Emmanuel Macron la semaine dernière. On est à 100% français, puis on est à 100% marocain, on est à 100% algérien, ce qui est une drôle de phrase là encore. Et Éric Zemmour a répondu. Je pense qu'on ne peut pas être 100% africain ou algérien et 100% français. Ce n'est pas possible. On ne peut pas avoir 2 civilisations sur notre sol. Moi, ma famille vient d'Algérie, vous voyez, donc je viens d'Afrique. Je vois qu'on me le ressort souvent sur les réseaux sociaux. Sauf que ma famille a fait l'effort de s'assimiler, c'est-à-dire d'assimiler la culture, on en revoit, les mœurs, l'histoire, et on ne peut pas être... Moi, je ne suis plus d'Algérie. Je ne suis plus africain. Je suis 100% français. Bon, est-ce qu'on peut être 100%... Camille Brère, est-ce qu'on peut être 100% français et 100% une autre nationalité ? Alors déjà, il faut quand même expliquer un peu aussi comment est-ce qu'on acquiert cette binationalité, parce que pour certains pays, la binationalité, en fait, s'acquiert automatiquement. Quand on a un parent qui est d'origine algérienne, marocaine ou tunisienne, ou enfin des pays subsahariens, le parent en question n'a simplement le fait que d'aller dans son ambassade et de déclarer la naissance de son enfant. Donc parfois, en fait, les enfants héritent de cette binationalité sans en avoir même conscience. On leur demande pas le fait d'être binationaux ou pas. Donc il y a des personnes qui sont binationaux dès la naissance.
Et il y a des personnes aussi qui arrivent à l'âge adulte et qui ressentent ce besoin peut-être d'acquérir cette binationalité. Mais pour moi, par exemple, je vais parler par exemple de mon cas personnel. Moi, j'ai un de mes parents qui est issu de l'immigration et je suis désolée. Je ne me sens pas à 100% du côté de mon père ou de ma mère et 100% française. Moi, je suis 100% française. Je suis née en France, j'ai grandi en France, j'ai fait mes études en France, mais je suis aussi attachée à une certaine culture, à certaines racines de mes parents, etc. Mais je ne peux pas me sentir 100% d'un autre pays. Ce n'est pas possible parce que je ne parle pas la langue correctement, parce que je ne lis pas la langue aussi, donc je suis analphabète. Je ne vis pas aussi 100% dans ce pays, je n'ai pas aussi tous les tenants et les aboutissants. Donc on ne peut pas, si on est 100% marocain ou algérien ou tunisien, c'est qu'on vit aussi dans le pays. Et on ne vit pas dans le pays, on vit en France. Donc on est 100% français, mais on a aussi des origines auxquelles on peut être attaché, mais on ne peut pas être 100% algérien ou tunisien ou algérien. Vous avez raison, mais ce que vous dites là est de bon sens. Et le bon sens, c'est généralement la chose la moins partagée au monde. Et ça montre une nouvelle fois comment raisonne Emmanuel Macron, qui parle en théorie. Mais en fait, il n'y connaît rien. Il n'y connaît rien. C'est-à-dire je pense qu'à mon avis, il n'a même pas échangé justement avec des personnes qui sont binationaux. Il le sait même pas. Non, mais une chose qui rend absurde Éric Nolot. La phrase d'Emmanuel Macron, c'est qu'autrefois, quand l'immigration n'était pas aussi massive, quand vous vous installiez en France, il y avait une forme d'arrachement. Donc vous étiez obligé quand même de vous conformer à la France, à ses mœurs, à ses traditions. Là, il y a tellement d'immigrés qu'en fait, ils vivent entre eux. Il y a des quartiers qui sont de plus en plus homogènes, d'ailleurs dans les deux sens, ou des quartiers où vous ne voyez que des blancs, et dans des quartiers où vous voyez presque une majorité de gens de couleur ou d'origine étrangère. Donc ils vivent entre eux, comme eux, et ils lisent les journaux de leur pays, ils écoutent la radio de leur pays, les jeunes regardent Français. la télé. Mais si, non, pas les jeunes Français de 20 ans. Il n'y a pas les jeunes Français de 20 ans qui lisent le journal d'un pays dans lequel ils ne sont pas nés. Si, ils regardent la télé. Si, mais c'était pas le cas avant. Qui lit un journal, vous étiez arrachés. Non, mais déjà, ce serait un bon signe, c'est vrai. Mais en tout cas, ils baignent dans leur culture d'origine et ça les coupe de la culture française. Non, mais voilà. Ce phénomène de regroupement et de. C'est vrai qu'aussi la France est responsable. C'est pas très malin aussi ce qu'a fait la France de créer ce type de ghetto depuis 20 ou 30, plus de 20 ans. La logique du ghetto, c'est quand même la logique séparatiste. Bon, mais voilà ce qu'on pouvait dire dans cette première partie. Restez dans la deuxième partie, bien sûr, parce qu'on va parler des fautes d'orthographe. Et vous savez qu'on aime de temps en temps fouiller les archives. J'ai trouvé un document. Je vais encore vous faire pleurer. Il y a une maîtresse d'école en 1973 qui fait une dictée à 2 élèves en rattrapage. Je pense que vous allez pleurer. Le moule de cette femme est cassé. Elle est sans doute décédée d'ailleurs, puisqu'elle avait 78 ans en 73. Donc a priori, il y a de grandes chances qu'elle ne soit plus de ce monde. Mais c'est un document que j'ai trouvé formidable, et on l'a vu avec Marine Lançon tout à l'heure, donc restez avec nous.